Bonjour chers étudiants, on va entamer la troisième partie sur, du chapitre du cours sur la tuberculose. C'est le chapitre le plus important. C'est un chapitre qui concerne la prise en charge et les aspects thérapeutiques. L'historique du traitement antibacillaire commence il n'y a pas très longtemps, c'était en 1944. C'était la streptomycine, qui était un antibacillaire, le premier antibacillaire, qui était très intéressant. C'était un médicament injectable qui était utilisé seul, comme ce qu'on avait, on n'avait qu'un seul antibacillaire. Donc, utilisé seul, il était très efficace au début, mais rapidement, comme l'histoire de l'infection à VIH, l'histoire se répète. Donc, puisqu'on a utilisé un seul antibacillaire, donc rapidement, il y a eu des résistances. Donc, ce n'est qu'en 1952 qu'est apparu le deuxième antibacillaire, l'isoniazide, aussi très intéressant. Et je me rappelle quand j'étais étudiant, il n'y avait qu'un seul protocole au début au Maroc, c'était la streptomycine et isoniazide. Ce n'est qu'en 1966 qu'est apparue la rifampicine. Et à partir des années 80, avec l'OMS, donc le ministère de la Santé a instauré le programme national de lutte anti-tuberculose qui était caractérisé par la mise en place d'une prise en charge standardisée, c'est-à-dire une stratégie thérapeutique standardisée. Ce ne sont pas des recommandations, c'est un programme et un traitement de courte durée. Alors que les traitements au départ, c'était des traitements d'environ 1 an, voire 1 an et demi. À partir des années 80, la fin des années 80, on a commencé à instaurer des traitements de durée beaucoup plus courte, de 6 à 9 mois. Et actuellement, c'est les traitements de courte durée de 6 mois qui sont les traitements les plus couramment utilisés. La tuberculose a été caractérisée au cours des années 2000 par l'augmentation de la tuberculose résistante dans le monde. Pas seulement résistante, multirésistance, ultra-résistante. Mais depuis la dernière décennie, on a de nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché et qui sont très intéressants et qui sont dits des médicaments de deuxième ligne, surtout réservés au traitement de la tuberculose résistante. Les buts du traitement antibacillaire, c'est la guérison du malade. Notre but, c'est guérir le malade. Guérir le malade et par conséquent, couper la chaîne de transmission. Comme ce qu'on a dit tout à l'heure, la dernière fois, c'est que la tuberculose, c'est une maladie qui n'a pas un caractère individuel. Ce n'est pas comme le diabète, c'est une maladie qui touche un malade. Non, c'est une maladie qui touche un malade qui risque de contaminer la collectivité. Donc, un des objectifs de traitement, l'objectif du traitement est non seulement guérir le malade, mais guérir le plus tôt possible, le plus rapidement possible pour éviter la transmission et la contagion de la collectivité. Bien sûr, troisièmement, éviter les résistances. Et quatrièmement, une bonne éducation sanitaire. Nous passons maintenant aux bases biologiques du traitement. Premièrement, c'est que le bacille de Koch, le Mycobacterium tuberculosis, c'est un bacille qui se multiplie très lentement. Donc, cette multiplication lente nous permet de donner le traitement en une seule fois par jour. Donc, une seule fois par jour est nécessaire, la prise une fois par jour est nécessaire et est suffisante. Deuxièmement, la présence de mutants résistants. Et on va expliquer ça plus tard. La présence de mutants résistants vis-à-vis des antibacillaires nous impose une deuxième règle qui est donner tous les antibacillaires en même temps pour éviter les mutants résistants. Troisièmement, c'est qu'au sein d'une colonie de bacilles, il y a
plusieurs populations bacillaires. Et ça, on l'a déjà expliqué, c'est qu'il y a plusieurs populations bacillaires de métabolisme différents et qui sont sensibles aux antibacillaires de manière différente. Donc, ce qui fait qu'il est nécessaire et obligatoire de prescrire au moins 3 antibacillaires, voire 4 antibacillaires en même temps pour éviter la sélection des mutorésistants et pour traiter toutes les populations bacillaires qui sont différentes. Donc, le schéma est le suivant. Donc, au sein d'une caverne, par exemple, nous avons des millions ou des milliards de bacilles qui n'ont jamais été en contact avec les antibacillaires. Et la majorité de ces bacilles, ce qu'on appelle des bacilles sauvages, ces bacilles sont tous sensibles aux antibacillaires, sauf quelques-uns. Par exemple, pour un antibacillaire donné, on va avoir par exemple un bacille sur 1 million qui est résistant, qui est spontanément résistant aux antibacillaires, à un antibacillaire. Si on donne aux patients cet antibacillaire, donc tous les bacilles sensibles vont être tués, éliminés, sauf le bacille qui est spontanément résistant, qui va se multiplier tout seul et qui va créer une population bacillaire devenue résistante. Donc, alors que la population était spontanément sensible, sauvage, elle est devenue résistante parce que la prescription d'un seul antibacillaire a permis de sélectionner les mutants résistants et on a ce qu'on appelle une résistance secondaire. Résistance secondaire ou résistance acquise sous traitement. Si par hasard, il se trouve que ce patient qui a une population résistante, qui a acquis une résistance secondaire, imaginons qu'il va contaminer quelqu'un, un parent, un proche, ou un enfant ou un autre. Donc, ce patient qui a été, ce nouveau patient qui est contaminé, ne va pas avoir une population comme ça, il aura une population toute résistante et il aura dans ce cas une résistance primaire, c'est-à-dire il a acquis d'emblée des germes qui sont tous résistants. C'est bon. Donc c'est la différence entre ce qu'on appelle les mutants, entre la résistance primaire et la résistance secondaire. Donc il est nécessaire de prescrire plusieurs antibacillaires pour lutter contre ces populations spontanément résistantes ou ce qu'on appelle les mutants résistants. Autre chose concernant les bases biologiques, c'est les populations bacillaires. Les populations A, B et C, D, chose qu'on a déjà expliqué lors des premiers chapitres. Donc la population A qui est responsable de la contagion-diffusion, les populations B et C qui sont responsables des rechutes et des BK persistants, et les populations D qui sont des BK dormants ou quiescents qui sont responsables des rechutes en cas de déficit immunitaire. Donc la population A, elle est sensible particulièrement à l'isoniazide, accessoirement à la rifampicine. La population B, elle est sensible au pyrazinamide, PZA. Et la population C, elle est sensible à la rifampicine. Donc, la population, l'isoniazide et la rifampicine, ce sont des antibiotiques, des antibacillaires dits bactéricides, parce qu'ils vont éliminer de façon très rapide. Ils sont extrêmement efficaces et très rapides. Ils vont éliminer les populations A ce sont elles qui sont contagieuses. Mais en général, au bout de 2, 3, 4 semaines, le patient n'est pas contagieux et ceci est particulièrement dû à l'isoniazide et accessoirement à la rifampicine. Pour le pyrazinamide, PZA et
et la rifampicine, ce sont des antibacillaires dits stérilisants. Et dans ce cas qui dit stérilisant, c'est-à-dire qu'ils vont, lorsqu'on va les prescrire, on diminue le risque de façon majeure des rechutes. Par contre, la population D, c'est une population qui n'est pas sensible aux antibacillaires, parce qu'ils ne sont pas actifs. Donc, comme vous voyez sur cette diapo, donc, pour traiter une population de bacilles, il nous faut obligatoirement minimum 3 antibacillaires que sont l'isoniazide, INH, que sont la rifampicine, que sont le pyrazinamide. Donc, on commence d'emblée les moyens thérapeutiques et nous avons ce qu'on appelle les antibacillaires de première ligne, qui sont l'isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. Dans des anciens cours, on incluait la streptomycine. Maintenant, la streptomycine a été éliminée du programme national et ne fait plus partie des médicaments de première ligne. Vous devez savoir que ce sont des médicaments qui sont disponibles, qui sont extrêmement efficaces. Ce sont les médicaments les plus efficaces qu'il y a. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi ne pas démarrer par les médicaments les antibacillaires les moins efficaces, et s'il y a résistance, on passe aux médicaments les plus efficaces? Non. Dans le cadre de la lutte antituberculeuse, on démarre d'emblée par les antibacillaires les plus efficaces pour ne donner presque aucune chance aux bacilles de survivre. Donc, c'est ça, donc ils sont disponibles dans le cadre du programme national de lutte antituberculeuse. Donc, ces médicaments se présentent sous forme de comprimés, avec les posologies de 5 mg par kilo par jour pour l'isoniazide, 10 mg pour la rifampicine, 25 mg pour pyrazinamide et 15 mg kilo jour pour l'éthambutol, avec les posologies minimum au maximum pour chaque médicament. Ça, c'est pour les posologies adultes. Pour les posologies enfants, sont un petit peu plus élevés, donc 10 à 15 pour l'isoniazide, 10 à 20 pour la rifampicine et 30 à 40 pour la pyrazinamide, donc sont légèrement plus élevés, avec une dose maximale qui est de 300 mg, 600 mg, 2000 mg et 1500 mg. Tous ces médicaments sont présents sous format de comprimés, sauf ils sont comprimés, la rifampicine sous format gélule et sirop, pyrazinamide et éthambutol sous format comprimé. Vous devez juste savoir que ces médicaments en présentation simple ne sont presque plus utilisés. Ils sont utilisés dans des indications un petit peu limitées. Ce qui est actuellement utilisé, c'est les présentations combinées. Les présentations combinées, ça veut dire que nous avons pour éviter aux patients de prendre, par exemple, 2 gélules de rifampicine, 2 comprimés d'isoniazide, 3 comprimés de PZA, ça fait beaucoup. Donc, au lieu de ça, par exemple, il y a des présentations combinées de type RH300, RH150, RHZ, RHZE. Le RH300, ce sont des comprimés qui contiennent 300 mg de rifampicine, comme vous voyez sur cette colonne, 300 mg de rifampicine et 150 mg d'isoniazide. RH150, c'est 150 mg de rifampicine et c'est 75 mg d'isoniazide. RHZ, c'est 150 mg de rifampicine, 75 mg d'isoniazide et 400 mg de PZA. Et la même chose pour les enfants, c'est la même modèle. Donc, pour les patients qui ont un poids de 30 à 37 kg, on donne 2 comprimés pour RHZE. Pour les 38 à 34 kg, on donne 3 comprimés. Pour les plus de 55 kg,
on donne 4 comprimés. Comme ça, c'est plus facile. On préfère 4 comprimés que donner des médicaments séparés de l'ordre de 6 ou 8 ou 10 comprimés, chose qu'on donnait il y a de ça quelques années. Les effets secondaires des antibacillaires, vous devez savoir que, comme tous les médicaments, les antibacillaires peuvent donner des effets secondaires. Donc, et ces effets secondaires surviennent surtout lors du premier trimestre, mais en général, lorsque l'évaluation du terrain était correcte, lorsque la posologie a été bien calculée, en général, on a relativement peu d'effets secondaires. Mais ces effets secondaires peuvent survenir quand même, même si on a fait toutes les précautions possibles. Les patients sous traitement peuvent avoir des effets secondaires. Et chose importante, c'est que le patient doit obligatoirement consulter son médecin traitant. Ces effets secondaires sont dans la majorité des cas bénins. Ils sont souvent transitoires. Ils doivent être identifiés et pris en charge localement, c'est-à-dire pris en charge par le médecin traitant, le médecin généraliste. Et dans la majorité des cas, ils n'imposent pas l'arrêt du traitement incriminé. Et elles régressent, ces effets secondaires qui sont bénins, souvent ils vont régresser soit spontanément, soit sous traitement symptomatique, ou après adaptation des posologies. Donc en général, il n'y a pas de gros problèmes de gestion des effets antibacillaires. Mais pour le médecin généraliste, pour les futurs médecins généralistes que vous êtes, il ne faut pas hésiter à adresser le malade au spécialiste en cas de persistance des symptômes. C'est-à-dire, on a des symptômes bénins, on a traité de façon symptomatique. Si les choses rentrent dans l'ordre, c'est bon. S'ils ne rentrent pas dans l'ordre, on doit obligatoirement référer le patient au médecin spécialiste qui va gérer ses effets secondaires. Mais on peut avoir aussi, heureusement que de façon exceptionnelle, on peut avoir des effets secondaires qui mettent en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Ces effets secondaires nécessitent souvent l'arrêt du médicament incriminé. Cet arrêt qui peut être soit un arrêt provisoire, soit un arrêt définitif du médicament. Parfois, on peut avoir un arrêt définitif, c'est-à-dire que le patient, surtout pour les réactions immuno-allergiques, le patient en aucun cas ne peut reprendre ce traitement sous quelque forme que ce soit, même à des posologies minimes, parce que les risques des effets secondaires graves sont possibles. Les effets secondaires graves doivent être référés aux spécialistes en urgence. Et les 2 effets secondaires les plus fréquents sont l'hépatotoxicité et les réactions allergiques. Et on va voir ça. Donc, pour faire simple, les 4 antibacillaires peuvent tous donner des troubles digestifs, à type de douleurs abdominales, de nausées, parfois de vomissements. Alors, tous les antibacillaires peuvent être responsables d'une hypersensibilité cutanée, un type de prurite, un tirage cutané, là. Et pour les troubles, pour l'hépatotoxicité, c'est les 3 antibacillaires que sont l'isoniazide, rifampicine et pyrazinamide. Ce sont ces antibacillaires qui donnent les médicaments qui donnent une hépatotoxicité. Donc, passons en revue l'isoniazide. L'isoniazide, il peut donner une hépatite médicamenteuse. Il peut donner aussi une neuropathie périphérique. Une neuropathie périphérique, et le patient va sentir des fourmillements au niveau des membres inférieurs, une sensation de marcher sur du coton, et ça c'est assez classique comme effet secondaire des antibacillaires. Mais aussi on peut avoir une hypersensibilité cutanée et des troubles digestifs. Pour la rifampicine, les troubles digestifs et l'hypersensibilité cutanée sont classiques,
La rifampicine peut donner aussi une hépatite médicamenteuse, mais la rifampicine a la particularité de donner aussi ce qu'on appelle des réactions immunoallergiques à type de syndrome pseudogrippal, qui est souvent qui n'est pas très majeur et qui est relativement bénin et qui cède sous traitement symptomatique, mais il peut donner aussi des accidents graves tels qu'une anémie hémolytique auto-immune, une insuffisance rénale par néphropathie tubulo-interstitielle ou autre. Ces effets secondaires sont très graves et lorsqu'ils s'installent, l'arrêt du médicament doit être immédiat et définitif concernant la rifampicine. Pour le pyrazinamide, il donne aussi des hypersensibilités cutanées, des troubles digestifs, l'hépatite, mais la particularité du pyrazinamide, c'est qu'il interfère avec le métabolisme de l'acide urique. On peut avoir une hyperuricémie, des arthralgies, on peut même avoir un tableau de gouttes. L'éthambutol a la particularité d'être un petit peu néphrotoxique, mais surtout une toxicité du nerf optique. Et on a ce qu'on appelle une névrite optique rétrobulbaire qui altère la vision, le champ visuel, qui altère la vision des couleurs, particulièrement la couleur du rouge et du vert. Petite chose mémotechnique, le rouge et le vert, c'est les couleurs du drapeau marocain. Donc, altération de la vision des couleurs et du champ visuel. L'éthambutol donne cette toxicité du nerf optique, particulièrement si les doses sont élevées en général, donc elle est dose dépendante. Et elle est sensible, donc dans ce cas, on doit diminuer les doses et installer une corticothérapie. Une chose importante, c'est que l'éthambutol est déconseillé chez les enfants de moins de 6 ans parce qu'ils n'ont pas encore ils ne savent pas différencier entre les couleurs et autres, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un médicament qui est à déconseiller chez les enfants. Concernant les effets secondaires bénins, en général, le traitement il est fait chez le médecin généraliste, traité localement. Il n'y a pas lieu d'envoyer aux urgences ni d'envoyer chez le spécialiste. Donc, traitement symptomatique. En cas de nausées, vomissements, épigastralgie, diarrhée, traitement symptomatique. En cas d'urine rouge foncée, il faut rassurer le malade. Ce n'est pas un effet secondaire, c'est juste la coloration des urines par la rifampicine qui colore les urines en rouge, donc ce n'est pas grave, pas méchant. En cas d'érythème ou de prurite, un traitement symptomatique, en général des antihistaminiques. En cas de syndrome grippal, traitement symptomatique, de douleur articulaire, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En cas de sensation de brûlure dans les pieds, c'est qu'on a tout à l'heure, fourmillement, brûlure dans les pieds dû à l'isoniazide, on donne la pyridoxine à raison de 100 mg par jour. Et en général, ce sont des médicaments pour la pyridoxine. On va voir ça dans les interactions médicamenteuses plus tard. En cas d'hépatotoxicité, vous devez savoir que les antibacillaires, comme les 3 principaux antibacillaires que sont l'isoniazide, rifampicine et pyrazinamide, ce sont des antibacillaires qui sont hépatotoxiques. En général, dans la majorité des cas, il y a une élévation transitoire et légère des transaminases en début du traitement qui se normalise rapidement et progressivement. Donc, il n'y a pas lieu en général de faire un bilan hépatique systématique. Sauf que chez certains patients qui peuvent présenter des signes, par exemple des signes d'ictère ou des signes d'insuffisance hépatocellulaire, ou bien parfois on a des symptômes dits mineurs de l'insuffisance hépatique, par exemple prurite, nausées, vomissements ou autres, qui ne régressent pas sous traitement. Donc en cas d'effets secondaires mineurs de ce type qui sont persistants, il ne faut pas hésiter à demander le bilan hépatique pour vérifier est-ce que c'est juste des effets secondaires digestifs habituels ou normaux, ou ce sont des signes
qui témoignent d'insuffisance hépatocellulaire. Donc, en cas d'ictère, d'insuffisance hépatocellulaire, ou bien si on a demandé un bilan hépatique, on a trouvé que les transaminases sont supérieures à 5 fois la normale, ou bien supérieures à 3 fois la normale avec des signes cliniques. Dans ce cas, il faut référer en urgence en milieu hospitalier. Il faut arrêter immédiatement le traitement jusqu'à normalisation du bilan hépatique. C'est ce qui doit être fait par le médecin généraliste. En milieu hospitalier, par le spécialiste, il va vérifier les posologies, il va vérifier le terrain, il va éliminer d'autres étiologies. De toutes les façons, le traitement est arrêté et il va faire des sérologies virales, de l'hépatite virale B, C, A et autres, une échographie abdominale de recherche du lithiase, et après normalisation, en principe, il va réintroduire les médicaments selon un protocole particulier à des doses ajustées. Je vous fais grâce des détails. Donc, les choses en gras, vous devez savoir, c'est ce qui est important à savoir. Quand est-ce qu'on demande un bilan hépatique? On ne le demande pas de façon systématique. On le demande s'il y a un terrain particulier, on va voir ça plus tard. S'il y a des signes cliniques évoquant une hépatotoxicité, notamment ictère, des signes cliniques d'insuffisance hépatocellulaire. Et si le bilan hépatique est fortement perturbé, on doit obligatoirement arrêter immédiatement le traitement antibacillaire, immédiatement, même si on peut avoir d'autres causes de cet ictère. On s'en fout, il est sous traitement antibacillaire parce que le risque, c'est quoi? Le risque, c'est l'hépatite fulminante, qui est mortelle dans des proportions élevées. Les contre-indications des antibacillaires. Donc, les contre-indications sont tous les patients qui ont déjà une allergie ou une hypersensibilité connue à un médicament. Dans ce cas, le médicament connu ou incriminé doit être interdit. En cas d'insuffisance hépatique grave, les 3 antibacillaires sont responsables en cas d'insuffisance hépatique grave connue chez le patient. Vous devez savoir que les 3 antibacillaires, rifampicine, isoniazide et pyrazinamide, ce sont des médicaments qui sont très toxiques pour le foie. Donc, il faudrait dans ce cas référer au médecin spécialiste pour voir quel est le schéma thérapeutique adapté. En cas de goutte, c'est la pyrazinamide qui est contre-indiquée. En cas de troubles visuels connus, particulièrement s'il s'agit d'une névrite optique rétrobulbaire, c'est l'éthambutol. En cas de psychose maniaco-dépressive, c'est l'isoniazide. Les interactions médicamenteuses. Vous devez savoir qu'il y a 2 grosses interactions médicamenteuses. Premièrement, c'est l'isoniazide vitamine B6. Vitamine B6, donc c'est la pyridoxine de tout à l'heure, c'est-à-dire que si le patient présente une polyneuropathie au cours du traitement antibacillaire, on doit prescrire la pyridoxine à 100 mg, en principe à 100 mg par jour, mais dans ce cas, il ne doit pas y avoir de prise concomitante parce que l'isoniazide va altérer l'absorption de la vitamine B6 au niveau gastrique. Donc, dans ce cas, nous n'avons pas intérêt à avoir c'est la vitamine B6 qui va altérer l'absorption de l'isoniazide au niveau de l'estomac. Donc, ce qui est préconisé, c'est que il ne doit pas y avoir de prise concomitante, c'est-à-dire que les traitements antibacillaires vont être pris très tôt le matin, en général c'est 7h, 8h du matin, et la vitamine B6 à dose de 100 mg par jour, elle doit être prise vers midi ou l'après-midi. Deuxième chose à connaître concernant les interactions médicamenteuses, c'est la rifampicine. Et la rifampicine, c'est un puissant inducteur enzymatique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la rifampicine va augmenter le métabolisme
des médicaments qui sont métabolisés au niveau du foie. Donc, ce qui fait que, par exemple, si je prends un médicament qui est normalement métabolisé au niveau du foie, avec la rifampicine, ce métabolisme va être accéléré et de ce fait que les doses de ce médicament reçues effectivement vont être diminuées, ce qui fait que l'efficacité des médicaments va être diminuée. Ce qui fait qu'on est censé soit changer de posologie, soit changer de traitement, soit augmenter les doses, soit changer carrément de traitement. Et c'est le cas particulier de médicaments qui sont importants, notamment les femmes qui prennent de la contraception, des contraceptifs oraux qui sont métabolisés au niveau du foie. Et c'est une chose importante. Toutes les dames qui sont sous contraceptifs oraux doivent consulter un gynécologue en vue de changer de moyen de contraception. Parce qu'avec la rifampicine, l'efficacité des contraceptifs oraux est en jeu, ce qui fait qu'on n'est pas sûr que ces contraceptifs sont efficaces. Et dans ce cas, il faut changer par un dispositif intra-utérin ou autre. La même chose concernant les corticoïdes, et dans ce cas, en général, on augmente les doses de 20-30%. Les antivitamines K, par exemple, on va augmenter les doses jusqu'à avoir ce qu'on appelle l'effet thérapeutique cible. On va expliquer ça au cours des ateliers qu'on va faire à l'amphi. C'est bon? Les hypoglycémiants, la même chose. Concernant les hypoglycémiants, en général, type sulfamide, en général, ils sont moins efficaces avec la rifampicine. Et dans beaucoup de situations, on est obligé de passer par la case insuline, pour changer les hypoglycémiants oraux par l'insuline. Donc, voilà, c'est les moyens thérapeutiques. Ben, on passe aux antibacillaires de deuxième ligne. Il y a 3 groupes. Il y a l'évofloxacine et moxifloxacine qui sont des quinolones. Il y a le groupe B, la cyclocérine et clofazimine. Et il y a le groupe C, ce sont les imipenem, les thambutol, amikacine ou streptomycine ou autres. Vous devez savoir que dans beaucoup de situations, on ne prescrit pas que les antibacillaires. On prescrit aussi des traitements adjuvants, notamment la corticothérapie, qui est indiquée en cas de péricardite, dans des situations particulières de péricardite, pour éviter l'évolution vers la péricardite chronique restrictive. Donc, en cas de péricardite tuberculeuse, on va prescrire et les antibacillaires et des corticoïdes. En cas de méningite avec symptômes modérés, ce qu'on appelle les méningites niveau 2, et en cas de miliaire très exudative. Dans ce cas, on va prescrire des corticoïdes à dose de 0,5 à 1 mg par kilo par jour pendant 6 à 8 semaines avec une dégression dès le 15e jour. La vitaminothérapie peut être prescrite en cas à visée curative, et ça on l'a déjà expliqué. En cas de polyneuropathie, on va prescrire la vitaminothérapie B6 à raison de 100 mg par jour, de façon avec une prise qui n'est pas concomitante aux antibacillaires. Mais la vitaminothérapie B6 peut être aussi prescrite de façon préventive. Particulièrement chez les patients sensibles que sont les sujets dénutris, les alcooliques, les diabétiques, les insuffisants rénaux et les femmes enceintes. Et dans ce cas, on doit prescrire de la vitaminothérapie B6 à dose faible, moins de 50 mg par jour. Et ce pour prévenir la polyneuropathie. On peut prescrire aussi des traitements adjuvants
tels que, comme, on peut prescrire aussi comme traitement adjuvant des gestes locaux ou carrément de la chirurgie, particulièrement ponction ou drainage thoracique en cas de pleurésie, en cas de pyopneumothorax, d'acide, d'abcès froid ou autre. La chirurgie peut être indiquée dans des cas particuliers, des tuberculomes du cerveau, bronchectasie, aspergillome intracavitaire ou autre.